C'est la rentrée et je suis de retour au hangar sud aux ailes de Persan. Même si l'été n'est pas fini, il y a une atmosphère d'automne qui règne à l'aérodrome. On sait qu'on va reprendre le petit train-train de la vie d'aéroclub. Et c'est avec une certaine mélancolie que je repense aux semaines passées à rêvasser. Il y a eu bien sûr les orages sur le lac Léman, et puis les promenades solitaires dans les forêts humides du Jura. Je repense aussi au relief doux du Beaujolais et à l'ambiance électrique du Festival des Ingues sur l'aérodrome de Pizay. Et oui, là-bas, le temps d'un week-end, on mélange avec plaisir le vol ultra léger, la bonne musique et le bon vivre. J'ai d'ailleurs pu y voir la dernière fantaisie d'Air Création, le Skyper Bush, une étrange machine qui pose très très court. Alors, on vole jusqu'aux dernières lueurs du jour. Petit à petit, le bruit des moteurs laisse place à celui des guitares. Et puis, bien sûr, comment ne pas parler du mondial de l'ULM ? Je dois bien reconnaître qu'il y avait une forme de poésie cette année à Blois. On y a vu de la grâce et de l'harmonie. On a pu applaudir nos champions et mettre un visage sur ces noms déjà célèbres. On a dormi sous l'aile ou à la belle étoile. On s'est fait réveiller par le brûleur d'une montgolfière. Quelle vision majestueuse! Et puis Samir s'est envolé avec son ruban. Et le temps d'un instant, les yeux rivés vers le ciel, nous avons oublié toutes nos querelles, mis de côté nos peurs. Ensuite, le public est arrivé. On lui a montré des machines capables de voler très lentement et d'autres très rapidement. Et on est resté là, à flâner, jusqu'à la fin du jour. Quoi qu'il en soit, le mondial de l'ULM était désormais bel et bien terminé. On pouvait dire au revoir au Sierra Mike 098 et welcome back au Fox Oscar Tango.
J'avais un peu de maintenance à faire sur quelques instruments de bord. Aussi, j'avais très peu volé ces derniers mois, et je savais au plus profond de moi que je n'avais plus vraiment le niveau requis pour voler en MCR. Alors bien sûr, j'étais encore capable de le poser partout sans problème, tant que le 912 tournait encore. Mais en cas de panne moteur réelle, rien n'était moins sûr. Il était donc temps de me confronter à mes lacunes. Il me fallait absolument retrouver les bons réflexes. En courte division. Je pouvais enchaîner les encadrements, les prises de terrain en U, mais tout ça n'avait aucun sens si je n'osais pas couper le moteur. Et je dois vous l'avouer, il y avait une certaine appréhension, la peur du silence, l'idée que j'allais instantanément chuter comme une pierre. Enfin, les exercices de panne moteur coupé, il faudra attendre un petit peu, parce que le MCR en avait décidé autrement. Les volets électriques ont soudainement cessé de fonctionner. Alors forcément, j'étais perplexe, et devant mon incompréhension, il continuait d'arborer ce sourire provocateur. Et comme j'ai une tendance à perdre vite espoir devant tout problème mécanique ou électrique, j'ai décidé de rendre visite à Guy Vardavoir pour me changer les idées. Ça c'est pas mal fait, les deux radiateurs sont indépendants. Ouais. Je vois par exemple sur le Sky, il y en a un qui est derrière l'autre. Ça m'a toujours paru un peu une hérésie. C'est un Calorsta d'huile si tu veux, hein. Comme on a le Calorsta sur la flotte. C'est-à-dire que tant que l'huile n'est pas chaude, elle reste en circuit fermé, elle va pas sur le radiateur. Ça te fait gagner du temps à la préchauffe? Ouais, c'est un peu plus... Puis ça le fait automatiquement, alors que dans le temps on avait une guillotine ici. Comme j'étais envahi par le doute, on a fait ce qu'il y avait de mieux à faire, et on est parti en balade. Voler avec Guy, c'est presque surnaturel. Je l'ai rarement vu mettre la main sur le manche ou les pieds sur le palonnier. L'ULM semble se mouvoir tout seul par l'opération du Saint-Esprit. Et il règne dans le cockpit une atmosphère apaisante. Après 15 minutes de vol, nous atterrissons chez Richard, un ami pilote qui nous ouvre les portes de son hangar. Richard, il a mon âge, et il a des mains en or. Il a restauré quelques machines mythiques, et il vole régulièrement avec chacune d'entre elles. Je recule le mien. Et tu considères que le Quicksilver c'est encore une machine d'actualité ou c'est vraiment... Ah oui, ah bah complètement. Ouais, c'est vraiment ça, c'est le plaisir de voler à l'air. Ah oui, là, pour le coup, c'est... T'as même pas de radio là-dessus et tout, t'es vraiment... Ouais, tu voles, ouais. Pas d'instrument. Surtout pas. Non, si, juste le petit pitot, là. Bon, qui sert pas vraiment à grand chose, qui est là pour décorer, mais... Tu vois, c'est... Ah oui, exact. Tu vois les spoilers là. Donc vous allez tous les deux vous faire des petites balades en quick de temps en temps ensemble? Non. Non, même pas. Bon, on avait fait ça il y a... Ouais. Mais c'était pas en quick, moi si j'étais en quick et puis moi j'avais un quick mono, mais sprint, il y avait quand même simple surface mais des élans. Mon voisin Gilles, il avait un 2 axes et demi. Bon, on a quand même été à Cabanac, à côté de Bordeaux, on a été à la Pointe du Raz. Donc tu peux aller n'importe où, après c'est une question de temps. Hein. Bah faut avoir le temps, c'est Ouais. le seul truc quoi. Le temps, la météo.
Bah, et puis être prêt à changer de cap selon la météo, quoi. C'est pas des machines où il faut s'obstiner à aller à l'est si d'un seul coup ça passe à 30 nœuds de vent d'est. Putain, on n'avançait pas, je lui dis, mais puis moi j'avais mon téléphone mais je voyais pas, je pouvais pas mettre mes lunettes. Je lui dis, mais tu vois toi combien on vole là? Il me dit 15 à l'heure, non? Non, 19. 19 à l'heure. On avait 36 km, ou je sais plus combien, enfin il y avait une estimée de 2 heures de vol, quoi. Ouais. Donc on est descendu en radada et là on avait estimé 50 km/h. Ouais, c'était mieux. On s'est dit, bon, on va passer qu'1 heure. Bon, on était en train de vider les réservoirs sur place, quoi. Ouais. Donc là c'est un peu les limites du truc, quoi. Ah, de la chance, il n'y a pas de vent. Ouais, bah, moi quand j'ai débuté, c'est vrai que ce genre de machine, c'était pas trop mon truc. Hein. Je disais, oh, puis c'est quand je le voyais jouer avec les Quick le soir, je dis, mais c'est génial, quoi. Puis quand tu as goûté, tu as mis le doigt dedans, bon, bah, tu t'arrêtes plus, quoi. Donc ça, c'est comme la machine mythique des années 80. Franceschi a fait le tour du monde avec, quand même. Là, à l'intérieur, ça c'est les câbles de spoiler. Et puis bah, si tu le démontes, toi tu as juste les mousquetons, tu retires et comme ça si tu démontes tes ailes, bah, c'est très rapide, on l'a fait il n'y a pas très longtemps d'ailleurs. Moi j'ai appris énormément grâce aux anciens, hein, comme tout jeune, hein. De toute façon s'il n'y a pas des anciens pour nous mettre le pied à l'étrier, c'est sûr que tu apprends pas spécialement tout seul. Hein. Bon, merci Internet aujourd'hui parce que ça te permet aussi d'aller chercher des informations. Mais c'est vrai que c'est quand même assez intéressant, quoi. Quand tu vois le Sirocco, quand tu refais ça de A à Z, tu apprends plein de choses en plus. Les composites, les câbles, les entoilages, tous les matériaux qu'il va falloir utiliser pour refaire cette machine, quoi. Et puis quand tu arrives sur un résultat comme ça, que tu mets ton cul dedans pour la première fois, ben, c'est beaucoup plus gratifiant que d'acheter une machine, faire un chèque 20 000, 30 000 euros et puis monter dans la machine, quoi. Ça n'a rien à voir, c'est pas le même plaisir, hein. C'est sûr. Guy pouvait être fier. L'élève avait dépassé le maître. Quand je doute de moi, je repense souvent à Richard, tout ce qu'il a accompli, mais aussi au plaisir simple de le voir glisser dans l'air à bord de son Quicksilver 2 axes. Et c'est avec beaucoup de sérénité que nous sommes repartis en vol. Cependant, je m'étais peut-être un peu trop emballé, et le maître allait me montrer une fois de plus qu'il n'avait rien perdu de ses talents de pilote.